Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bienvenue à nouveau. Nous sommes ici aujourd'hui avec le colonel Douglas McGregor, un vétéran de combat hautement décoré et également ancien conseiller du secrétaire à la défense des États-Unis, pour discuter de votre récent article intitulé Team America's Back and Keeping with History Has No Real Plan. Et je m'assurerai de laisser un lien dans la description, et j'aime le titre d'ailleurs. C'est pas sûr si c'est une référence au film, mais... Eh bien, avez-vous vu le film? Ce film de marionnettes, Cage? Oui, c'était en 2003 ou 2004, je pense, oui. Oui, je pense que c'est une parfaite démonstration de ce qui se passe à Washington de nos jours. Eh bien, que se passe-t-il à Washington de nos jours? Parce que bien sûr, nous ne pouvions pas. Eh bien, c'était en référence, bien sûr, à l'attaque contre le Venezuela, mais ce n'est pas... je suppose qu'il faut le replacer dans un contexte plus large en termes d'objectifs et de stratégie. Et aussi, je suppose, à quoi ressemblerait réellement le succès. Voilà que vous posez à nouveau toutes ces questions difficiles. Et il n'y a pas de stratégie, comme je n'arrête pas de le dire aux gens. Je dis cela depuis des mois à propos de tout. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de cadre stratégique cohérent qui fournisse une orientation pour toute action de quelque nature que ce soit. Je pense que tout est dirigé par l'impulsion. Nous avons une présidence chargée émotionnellement. Tout le monde se précipite pour obtenir sa part de tout avantage financier disponible à la suite de toute action que nous entreprenons. Donc je ne vois aucune preuve d'une stratégie militaire nationale cohérente ou certainement aucune preuve d'une grande stratégie cohérente. Et si vous regardez ce qui s'est passé, c'est très typiquement américain. Nous entrons, nous faisons grand bruit, nous déclarons la victoire, nous nous félicitons, et puis quelqu'un dit « Eh bien, et maintenant ?» Donc, au-delà de la planification et de la préparation pour l'enlèvement ou l'arrestation, comme ils le prétendent, de M. Maduro et de sa femme, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de réflexion. Je pense que c'était assez évident quand vous écoutez le président lors de la conférence de presse. Il a dit « Eh bien, qu'allez-vous faire maintenant ?» Je veux dire, c'était la question que tout le monde posait. Vous savez, qu'allez-vous faire? Et sa réponse a été « Eh bien, vous savez, nous allons le gérer pendant un certain temps. Nous allons gérer le Venezuela pendant un certain temps, un endroit de la taille de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche réunis, avec une population d'environ 28 à 30 millions de personnes. Génial. Nous allons l'administrer pendant un certain temps. Eh bien, comment comptez-vous faire cela? Eh bien, nous allons trouver une solution. Nous allons faire cela, vous savez. Eh bien, Rubio, là-bas, Marco ici, le gérera. Je pense que c'est à cela que vous avez affaire. En ce qui concerne l'opération elle-même, ce que j'ai pu apprendre ces derniers jours, en parlant à des personnes ayant beaucoup d'expérience sur le terrain et des antécédents en renseignement, ce que je n'ai pas, il semble que nous ayons dépensé énormément d'argent pour acheter tous ceux qui pourraient interférer avec notre capture et arrestation de Maduro. Maintenant, il semble que le garde du corps cubain ou le détachement de sécurité, quel qu'il soit, ait été largement éliminé. Comment cela s'est-il passé? L'avons-nous fait? Cela a-t-il été fait pour nous par des mercenaires ou d'autres entités? Je n'en ai aucune idée. Mais je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter les pertes, et c'est une autre caractéristique malheureuse de la politique étrangère américaine de nos jours. Et le président Trump est tombé dans ce piège à plusieurs reprises. Commence par dire « Eh bien, nous sommes entrés, nous avons tout fait, nous n'avons subi aucune perte. » Il a dit cela à propos de l'attaque contre l'Iran lorsqu'il a bombardé, ou prétendument bombardé les installations nucléaires, et puis il a dit « C'était merveilleux, c'était beau, c'était génial, c'était super, et maintenant nous avons la paix, et c'est fini. » Eh bien, nous savons tous que ce n'est pas vrai, parce que Netanyahou était juste à Washington. Et c'est assez évident pour tout le monde, surtout si vous suivez les médias israéliens, qu'une nouvelle guerre est sur le point d'éclater avec l'Iran. Maintenant, ils pensent qu'ils vont simplement frapper l'Iran impunément, et potentiellement, l'Iran ripostera. Je ne sais pas. Mais je pense que nous nous dirigeons dans cette direction en ce moment. Donc, je pense que la vraie question maintenant pour le président Trump est, il a dit la même chose, nous sommes entrés, c'était merveilleux, c'était parfait, c'était beau. Personne, nous n'avons perdu personne. Eh bien, nous avons apparemment eu un avion qui a été gravement endommagé et a dû avorter. Il n'a pas participé à la mission. Je suppose que c'était la seule batterie de défense aérienne vénézuélienne qui n'avait pas été alertée pour se retirer et nous laisser entrer. Et bien sûr, en même temps, nous voyons ce nouveau vice-président qui est maintenant devenu président. Elle tient un double discours. D'un côté, elle dit à tout le monde, vous savez,
nous allons travailler avec les Américains. De l'autre côté, elle dit à tout le monde, non, nous allons présenter de la résistance. Personne ne peut dicter quoi que ce soit. En fin de compte, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque plan d'action et ma plus grande peur est que tout cela, si nous continuons sur la voie actuelle, est une voie d'incertitude, va nous coûter beaucoup d'argent, ce qui s'est passé chaque fois que nous avons envahi quelqu'un. Nous passons plus de temps à reconstruire ces endroits et à essayer de restaurer un certain ordre que nous en avons passé à y entrer au départ. Donc nous devrons voir, mais pour l'instant, Glenn, ça ressemble à cela. C'est assez décevant. Comment liez-vous la guerre vénézuélienne ou la guerre contre l'Iran? La raison est la suivante. Eh bien, certains avancent que si les États-Unis parviennent à prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, ils pourront alors se permettre une guerre contre l'Iran malgré les perturbations au Moyen-Orient. D'autre part, nous voyons que des personnes comme Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix, disent que, vous savez, si les États-Unis aidaient à la destitution de Maduro, alors la première chose qu'elle ferait serait de déplacer l'ambassade du Venezuela de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, oui, reconnaissant essentiellement cela comme nouvelle capitale. Pourquoi Israël est-il lié au Venezuela ici? C'est, vous savez, un peu un mystère. Eh bien, nous avons, je pense, effectivement des gouvernements pro-américains dans la plupart des pays, sauf au Brésil, je suppose en Colombie, et évidemment le Venezuela, du moins en Amérique du Sud. Quoi que signifie pro-américain? Vous savez, je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Est-ce que cela signifie qu'ils nous sont subordonnés, qu'ils font des affaires avec nous d'une manière qui nous est avantageuse? Je ne sais pas. Mais les gens parlent de pro-américains en ce qui concerne l'Iran et en ce qui concerne le Venezuela. Je pense qu'il y avait une volonté de punir d'une manière ou d'une autre le Venezuela pour sa position ou posture pro-palestinienne. Cela est indiscutable. Mais il n'y a pas de camp d'entraînement pour le Hamas ou le Hezbollah dans le pays. C'est beaucoup de non-sens. On pourrait présenter un argument bien plus solide concernant la présence du Hezbollah au Mexique, en particulier. Ils ont toujours eu une très grande présence dans le nord du Mexique, à portée de tir de la frontière américaine avec le Mexique. Pour une raison quelconque, cela n'est pas souvent mentionné. Et vous avez également eu un grand nombre de personnes qui sont des musulmans sunnites affiliés à l'État islamique, Al-Nusra et Hamas et d'autres au Mexique. Cela n'est pas souvent discuté. Bien que maintenant, je suppose que le président Trump a en fait menacé le Mexique, ainsi que la Colombie, le Nicaragua et Cuba avec des actions similaires. Je l'ignore. Je pense que c'est une très mauvaise idée, car je ne suis pas certain que nous puissions nous permettre de payer tout le monde, autant que nous l'avons fait au Venezuela. Ainsi, notre opération tactique ne se déroulera pas, vous savez, comme nous l'avons récemment vu au Venezuela. C'est un ensemble de circonstances très étranges. Maintenant, la pensée sur le pétrole. Eh bien, le pétrole payera d'une manière ou d'une autre pour tout. Vous savez, je me souviens de Paul Wolfowitz quand il était sous-secrétaire à la Défense. Il a témoigné sur la colline en disant « Oh, l'Irak ne sera pas un problème. Le pétrole irakien paiera pour tout. » Eh bien, cela ne s'est jamais produit, vous savez. Donc, nous avons perdu des milliers de milliards de dollars dans cette entreprise. Le pétrole au Venezuela, quand on le regarde, on me dit qu'il ressemble à de la boue. C'est très épais et il est difficile à raffiner. Cela prend du temps. C'est très profond. C'est difficile à extraire du sol. Il a une teneur élevée en soufre. Amener le Venezuela, disons, 3 millions de barils par jour ou 4 millions de barils par jour, va coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ne pensez pas que cela va se produire très rapidement. Donc il est douteux que le pétrole du Venezuela ait un impact significatif sur le marché mondial. Et c'est un autre argument qui a été avancé. Eh bien, si nous pouvons accéder à ce pétrole, nous pourrions le mettre sur le marché. De plus, notre contrôle ostensiblement du pétrole de la Guyane également, qui est à côté du Venezuela, cela va inonder le marché mondial de pétrole et cela nuira à la Russie et à sa capacité à mener la guerre. Non, je ne pense pas. Cela prend trop de temps pour que tout cela ait un véritable impact ou effet. Il pourrait s'écouler une décennie ou plus avant que le pétrole ne soit extrait avec succès dans le volume nécessaire pour faire une différence. Maintenant, il y a des minéraux, vous savez, des richesses minérales là-bas en termes de quantité énorme d'or. Les mines d'or là-bas sont importantes, mais on me dit aussi qu'elles sont en très mauvais état. Et ils ont des mines d'émeraudes, et ils ont des terres rares et d'autres choses, mais il faut pénétrer à l'intérieur. L'intérieur du Venezuela n'est pas très développé. Ils n'ont pas une infrastructure routière étendue, donc même si vous arrivez dans ces endroits, vous devez en sortir des choses. Cela va être difficile. Encore une fois, je ne vois aucun avantage stratégique immédiat à ce que nous avons fait au Venezuela. Cela ressemble plus à un projet de vanité pour le président et le secrétaire d'État, et le secrétaire exec qu'à autre chose. Et évidemment, leurs donateurs s'y intéressent beaucoup, vous savez, leurs raisons personnelles. Et rappelez-vous,
Les donateurs qui sont en grande majorité des milliardaires, ils s'assureront inévitablement de tirer profit d'une manière ou d'une autre de tout cela. Mais le reste des 95% ou plus de la population n'en voit aucun bénéfice. Mais nous sommes actuellement dominés par la classe des milliardaires. Ils semblent prendre la plupart des décisions. C'est aussi mon impression à ce sujet. Je pense que c'est certainement quelque chose qui a séduit le président Trump. Rappelez-vous, le président Trump est quelqu'un qui croit vraiment que l'intimidation des autres fonctionne. La tactique d'intimider les gens est quelque chose qu'il privilégie. Je pense qu'il a appris cela à New York. C'est typique de ce qui se passe là-bas, et pas seulement sur le marché immobilier. Mais cela ne fonctionne pas très bien dans les relations internationales. Mais je pense que toutes ces choses sont liées à la logique derrière cela. Mais encore une fois, quel est l'état final? À quoi cela va-t-il ressembler? Comment allons-nous atteindre cet objectif? Je ne pense pas que quiconque ait systématiquement planifié quoi que ce soit. Et donc maintenant, nous attendons de voir ce qui va se passer, et je pense que cela inclut les gens à Washington. Eh bien, la dernière fois que nous avons parlé, nous avons discuté de la nouvelle stratégie de sécurité nationale, et vous avez fait remarquer qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de stratégie là-dedans. Mais la référence aux Amériques était plus ou moins, vous savez, l'hémisphère occidental doit revenir sous contrôle américain étant donné qu'il y a maintenant d'autres centres de pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les Chinois, par exemple, ou les Russes opérant en Amérique latine. Et c'est quelque chose que nous avons également vu dans la rhétorique concernant le Venezuela. C'est-à-dire, oui, nous avons non seulement le Hamas et le Hezbollah en Iran, mais aussi des Russes et des Chinois au Venezuela, ce qui n'est pas acceptable car c'est l'arrière-cour de l'Amérique. Mais étant donné qu'il a effectivement intégré le terme doctrine Monroe dans la stratégie de sécurité nationale, voyez-vous cela comme faisant partie d'un développement plus large pour inclure toutes les Amériques ou refuser l'accès à d'autres, autres grandes puissances? Je sais que la doctrine Monroe originale visait à empêcher les empires européens de s'installer, mais c'est, encore une fois, quelque chose de différent. Ce serait pour refuser, quoi? Des activités économiques ou avec d'autres grandes puissances. Alors comment cela est-il un? Comment évaluez-vous cela? Eh bien, je suis heureux que vous posiez cette question. Le public européen doit comprendre que cette doctrine Monroe a été mentionnée brièvement par le président Monroe, puis a disparu. À toute fin pratique de la discussion politique à Washington, ou ailleurs jusqu'aux années 1920. Elle a été ressuscitée dans les années 1920, parce que nous avions participé à la Première Guerre mondiale, et pratiquement tout le monde a conclu, dans les années 1920, que cela avait été une terrible erreur, que tout ce que nous avions fait était de sauver l'impérialisme britannique et français. Nous avons perdu 110 000 morts en 110 jours de combat sur le front occidental. Les gens étaient horrifiés. Et donc, le président Harding et ses successeurs dans les années 1920 ont tout dit. Nous ne voulons pas refaire cela. C'est la dernière chose que nous voulons. Et donc, la doctrine Monroe est revenue à la mode ou en usage. Alors, et ensuite, nous avons développé une stratégie appelée défense hémisphérique qui disait essentiellement que nous allons défendre l'hémisphère contre tous ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, ne nous défiez pas ici. Maintenant, ayant dit tout cela, je ne pense pas que ce soit très significatif maintenant. Je pense que c'est autre chose. Une sorte de chimère ressuscitée pour persuader les gens de quelque chose qui n'est pas vraiment un problème. Glenn, nous en Amérique du Nord, nous, les États-Unis, avons dominé l'hémisphère occidental presque depuis le moment où nous avons remporté la guerre de 1812. Je veux dire, une fois que les Britanniques se sont retirés, après une sorte de guerre sans stratégie, cela n'a pas très bien fonctionné pour eux. Et donc ils ont dit, le diable avec ça, et se sont en grande partie retirés. Je pense que à quoi nous sommes confrontés en ce moment est quelque chose de similaire. C'est là, quand nous parlons de, encore une fois, cela revient à la stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Maintenant, voulons-nous que les Chinois partent? Eh bien, c'est devenu très populaire. Vous savez, partout l'on constate une présence chinoise, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'intérêts commerciaux, cela est perçu comme une menace. Cela doit être arrêté. Cela doit être écrasé. Personne n'a adopté de législation aux États-Unis empêchant les Chinois d'investir et de posséder de grandes quantités de terres agricoles aux États-Unis. Et je dis toujours aux gens, eh bien, si vous êtes très préoccupés par les Chinois, commençons ici chez nous, au lieu de dire à tout le monde, vivant dans l'hémisphère occidental, vous ne pouvez pas faire affaire avec les Chinois. Et voici un message pour tout le monde. Les Chinois sont fortement engagés partout en Amérique du Sud. Et les Chinois sont fondamentalement des hommes d'affaires. Ils sont là pour obtenir quelque chose. Ils veulent quelque chose, que ce soit du soja, qu'ils ont récemment réussi à obtenir d'endroits comme l'Argentine et le Brésil, où ils recherchent des richesses minérales, vous savez, ou du pétrole, ou autre chose. S'ils ne peuvent pas l'obtenir du Venezuela, ils ne vont pas faire la guerre.
Ils iront ailleurs. Le monde est vaste. Les Chinois ne sont pas intéressés à se battre pour quoi que ce soit. Ils veulent faire des affaires. Les Russes sont un peu différents. Ils ne sont pas aussi lourdement investis commercialement. Pour les Russes, ils étaient très intéressés par l'or, franchement, qui se trouve au Venezuela. Le Venezuela aurait supposément 22 milliards de dollars en réserve d'or physique, et ils ont beaucoup d'or dans le pays. Cependant, les Russes ne vont pas perdre le sommeil pour ça, parce que la Russie, selon la plupart des sources, si vous les recherchez, apparemment a plus d'or en stock que tout autre pays au monde. Donc, ce n'est pas une question de vie ou de mort pour la Russie, tout comme ce n'est pas une question de vie ou de mort pour la Russie ou la Chine ou quiconque d'autre concernant le pétrole au Venezuela. Donc il est très difficile de trier toute la rhétorique et les discussions et les déclarations. D'ailleurs, pendant cette soi-disant période de la doctrine Monroe, il y avait plus de 30 000 soldats français au Mexique ou 30 000 soldats français. Alors, qui trompons-nous? Toute cette affaire de la doctrine Monroe n'est pas digne d'une attention sérieuse. Mais les gens ne sont pas stupides, et les Chinois et les Russes, les Iraniens, quiconque d'autre qui a un intérêt au Venezuela, n'est pas stupide. Ils ne vont pas nous défier dans le sud des Caraïbes, dans le bassin des Caraïbes. Nous n'aurions jamais dû défier les Russes en Ukraine. C'était une idée stupide, stratégiquement. À quel point peut-on être stupide? Les Russes peuvent gagner n'importe quelle bataille sur leur terrain. Nous pouvons gagner n'importe quelle bataille dans le sud des Caraïbes. C'est simplement un fait de la vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont exposés à ces sortes de clichés sur la démocratie, la liberté, les droits. Ou non, la démocratie, les droits de l'homme et la liberté. Nous avons dit les mêmes choses à propos de l'Irak. Nous avons dit cela dans de nombreux endroits à de nombreuses reprises. Tout cela est insignifiant. Mais je pense que cette fois-ci, Washington s'est en quelque sorte trompé lui-même, de manière significative. Nous n'allons pas profiter beaucoup à court terme de quoi que ce soit que nous faisons au Venezuela, et je pense que nous allons voir les conditions se développer très négativement pour nous là-bas. Et j'espère que le président aura au moins la bonne idée de nous tenir à l'écart. Engager les 14 000, 15 000, 16 000 soldats stationnés à Porto Rico à ce stade serait s'attirer de réels ennuis. Mais cela pourrait encore arriver. Oui, je pensais que Trump est un peu prématuré. C'était un peu comme son moment Bush accompli, où il a dit, vous savez, maintenant, nous allons diriger le Venezuela jusqu'à ce que nous trouvions un nouveau gouvernement. Mais ils ne contrôlent pas encore réellement le Venezuela. Ils ont capturé Maduro et l'ont mis sur un chemin de la honte. Mais au-delà de ça, ce n'est pas encore tout à fait une victoire. Ce qu'il aurait pu prendre un peu, oui, prématuré. Mais j'ai vu beaucoup dans les médias israéliens qu'il lie en quelque sorte la rapidité avec laquelle les États-Unis ont destitué le président vénézuélien, et essentiellement, et bien plus ou moins en disant le Venezuela aujourd'hui, l'Iran demain. Voyez-vous cela comme une étape logique? Parce qu'avant, vous avez listé certains pays d'Amérique latine que Trump pourrait cibler ensuite. Oui, mais je ne pense pas qu'il le fera pour les raisons mêmes que nous discutons. Vous pouvez intervenir et retirer initialement les personnes clés que vous souhaitez, mais cela ne change fondamentalement pas la situation sur le terrain dans aucun de ces pays. Si vous allez essayer de la changer, eh bien, vous devez intervenir sur le terrain. Nous étions au Vietnam et au plus fort du conflit vietnamien, et nous y étions pendant 10 ans, au moins 8 ans avec des troupes. Et au plus fort de la guerre, nous avions 550 000 hommes sur le terrain au sud-Vietnam. Nous n'avons jamais complètement contrôlé le Vietnam. Si vous allez en Afrique du Nord et en Algérie, et que vous regardez les Français là-bas, ils contrôlaient toujours ce sur quoi ils pouvaient se tenir pendant un certain temps. Et quand ils ont levé le pied, ils ne l'ont plus contrôlé. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'on apprend de l'histoire, et nous ne semblons pas l'avoir beaucoup appris. J'ai toujours aimé l'observation de Gengis Khan sur les occupations. Il disait que les occupations transforment les soldats en geôliers. Ainsi, les Mongols n'ont jamais occupé quoi que ce soit. Les Mongols laissaient une petite force à l'intérieur du pays, près de la capitale, l'élite dirigeante, et ils savaient qu'ils devaient payer le tribut et faire ce que les Mongols disaient, car l'intérêt des Mongols était principalement commercial et fiscal. Tant qu'ils faisaient cela, ils étaient en sécurité. S'ils violaient cela, alors les Mongols reviendraient et tueraient tout le monde. Mais il n'a pas venir des centaines de milliers de troupes mongoles pour occuper quoi que ce soit, car c'était une perte de temps. Il est incroyable de voir à quel point nous faisons souvent cette erreur. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire. Et l'autre chose est que nous revenons à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, regardez ce que nous avons fait en Allemagne, regardez ce que nous avons fait au Japon. Eh bien, à l'époque, les Allemands étaient très coopératifs parce qu'il y avait 15 millions de troupes soviétiques de l'autre côté, 5 millions prêtes
à attaquer vers l'ouest. Dans ces circonstances, je pense qu'on pouvait s'attendre à une coopération de la part des Allemands. Je veux dire, il fallait choisir entre le communisme et les Russes ou les Américains et les Britanniques. Au Japon, c'est un peu différent. Nous avions rasé le pays. Nous avions tué des centaines de milliers de personnes dans les bombardements et le Japon était à terre. Et la décision a été prise. Nous coopérons. Et évidemment, ils savaient aussi qu'ils avaient la menace d'une intervention soviétique. Ils ne voulaient pas que les soviétiques débarquent au Japon et violant toutes les femmes et détruisent la culture et la civilisation japonaise, ce qu'ils ont fait partout où ils sont allés en Europe de l'Est. Donc, il y avait des raisons pour lesquelles les Japonais et les Allemands ont coopéré. Et l'autre chose est que nous étions un peu plus éclairés à l'époque. Nous avons reconnu que les personnes qui devaient reconstruire le pays étaient locales, indigènes, en d'autres termes, les Japonais et les Allemands. Et les Japonais et les Allemands, très sophistiqués, très instruits, très intelligents, ont fini par prendre le relais et reconstruire le pays. Vous savez, nous sommes allés dans divers endroits. Nous traitons avec des personnes qui sont radicalement différentes des Japonais et des Allemands. Et nous nous étonnons que les choses ne fonctionnent pas. Maintenant, nous sommes en Amérique latine. Nous n'aurons aucun succès au Venezuela. Personne là-bas ne veut cela dans son pays. J'en suis tout à fait certain. Et vous savez, j'ai écouté le secrétaire d'État Rubio dimanche parler de... Eh bien, nous voulons deux choses. Nous voulons le succès pour l'Amérique et nous voulons que le peuple vénézuélien réussisse. Nous voulons qu'il soit heureux. D'accord, bonne chance avec ça. Personne ne veut une armée étrangère dans son pays en aucune circonstance. Donc, nous revenons à notre point de départ. Glenn, quel est le plan? Et le plan n'existe pas. Et franchement, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer. Alors, comment comprenez-vous ce retour rural de l'équipe America, comme vous le dites, ou l'orientation de Trump ou des États-Unis maintenant? Est-ce simplement plus de la même chose, mais avec un branding différent qui abandonne le seul prétexte libéral démocratique pour la légitimité ou la respectabilité? Ou voyez-vous quelque chose de très différent se produire, étant donné que beaucoup craignent que le pouvoir relatif dans le monde puisse être celui des États-Unis puisse être en déclin? Ou bien s'agit-il simplement, comment évaluez-vous, je suppose, la direction générale de l'ordre mondial sur la base de ce que vous voyez maintenant de l'administration Trump et où cela pourrait aller ensuite? Eh bien, l'ancien ordre est en train de se désintégrer. Même le politicien le plus bête de Washington en est conscient. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que vous ne pouvez pas le reconstruire. C'est le problème. Il y a trop de gens qui misent fortement sur le pouvoir militaire américain pour reconstituer le soi-disant ordre international libéral d'après-guerre. Cela ne va pas arriver. Et notre position financière est si fragile, nous sommes dans un tel endettement terrible, et cela affecte tout ce qui se passe aux États-Unis, maintenant commercialement. Vous savez, les gens ne semblent pas vraiment comprendre qu'il y a. Essayer de reconstruire l'ancien ordre ne va pas fonctionner. Je veux dire, toutes les suppositions de chacun sur le monde sont ancrées dans le passé. L'OTAN se désintègre, l'UE se désintègre. Vous savez, tout le monde est en colère contre Orban. Eh bien, Orban ne fait que rendre la réalité ou faire une déclaration basée sur la réalité. Les intérêts qui sous-tendaient à la fois l'OTAN et l'UE ne s'appliquent plus. Les gens ont des intérêts différents. Le monde a évolué, mais personne ne veut l'accepter à Washington. Ils croient tous que, eh bien, nous savons que cela sauvera l'OTAN. Je pense qu'en grande partie, c'est ce qui se passe. Vous savez, en réponse à votre question, et ils pensent qu'en utilisant la puissance militaire, cela va fonctionner. Je veux dire, la raison pour laquelle j'aime Team America, c'est quand j'écoute le secrétaire à la guerre à Xet donner son petit discours à la fin de la discussion et dire l'Amérique est de retour. Vous savez, nous sommes là et personne ne va nous dire quoi faire et nous sommes aux commandes. Et ce président dit ce qu'il pense. Tout cela est de la fanfaronnade et cela plaira à beaucoup de gens aux États-Unis qui diront « Je suis content que nous soyons durs avec ces Vénézuéliens. Je suis content que nous soyons durs avec ces Russes. » Étant, bla bla. Mais tout cela n'est que du vent et des absurdités. Si vous êtes qui vous dites être et ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de menacer qui que ce soit. Vous savez, si vous revenez à la crise de Suez, lorsque les Britanniques, les Français et les Israéliens sont intervenus pour prendre le contrôle du canal de Suez, Eisenhower n'a pas eu besoin de menacer d'utiliser la puissance militaire. Il a passé des appels téléphoniques et a dit « Écoutez, cela va vous coûter cher si vous ne partez pas. Nous ne soutenons pas cela. Vous n'en avez pas discuté avec nous. Je vous le dis, partez. » Et c'est ce qui s'est passé. Nous ne semblons pas comprendre que l'utilisation la plus efficace de la force réside dans le fait de ne pas l'utiliser, mais de la posséder et qu'elle soit crédible. Tout ce que nous avons fait, c'est en quelque sorte prendre quelqu'un en première ou deuxième année, à la récréation, et dire à l'équipe de football du lycée, allez là-bas et battez ces gamins de l'école primaire pour les remettre à l'ordre.
Vous savez, dites-leur de se réaligner. Faites ce que nous leur disons. Eh bien, l'équipe de football du lycée n'a aucune difficulté à s'occuper des gens à l'école primaire, donc nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à traiter avec le Venezuela. C'est le même principe. Mais tout cela, c'est des absurdités, et je pense qu'infortunément, nous sommes sur cette voie, et le président Trump en est devenu victime. Cela rejoint ce que j'ai dit précédemment. Ma grande crainte est que nous nous messions dans une position où nous intervenons et subissons des pertes, où nous sommes solidement battus d'une manière démontrable, et tout le monde est choqué, car nous avons habitué tout le monde à plus ou moins supprimer les adversaires faibles et à subir très peu de pertes. Voilà un premier problème. Le deuxième problème que vous mentionnez est qu'il n'y a pas de stratégie en soi. C'était une cible d'opportunité, et chacun avait une raison d'y aller. Qu'ils n'ont pas, c'est une façon de rester et de faire fonctionner cela, et je ne vois pas cela se produire de sitôt. Oui, c'est amusant quand vous voyez différents dirigeants américains insister toujours sur le fait que nous n'avons jamais été aussi puissants. C'est un peu comme les dirigeants européens qui disent, en rappelant à tout le monde quelles merveilleuses valeurs ils défendent, je veux dire, si vous devez rappeler cela à quelqu'un tout le temps, alors il y a probablement une certaine insécurité en jeu. Mais D'ailleurs, Lord Salisbury, qui était Premier ministre de Grande-Bretagne au tournant du siècle, je parle de 1900, a dit un jour « Si mes généraux et amiraux étaient autorisés à le faire, ils garniraient l'espace entre la Terre et la Lune sous prétexte qu'il y avait une menace. » En d'autres termes, vous savez, nous sommes dans la même position en ce moment, et la vérité est qu'en 1900, la Grande-Bretagne était plus sûre qu'elle ne l'avait jamais été dans son histoire. Il n'y avait aucune raison de dépenser aussi généreusement qu'ils l'ont fait pour l'armée. Nous avons la même condition ici. Nos problèmes sont tous internes aux États-Unis et à nos frontières. Il n'y a pas de véritable raison pour nous d'aller n'importe où pour faire quoi que ce soit militairement. Mais vous savez, cela fait partie du jeu qui est joué. Certaines personnes appellent cela le comportement d'un empire en fin de règne. Donc pour revenir à votre question initiale, sommes-nous en déclin? Je pense qu'il est assez clair que nous le sommes. Allons-nous au cimetière? Sommes-nous finis en tant que grande puissance? Non, bien sûr que non. Mais il y a un manque de compréhension qu'il y a des cycles. Si vous dépensez trop, si vous engagez dans une surextension impériale et que votre économie en souffre et que vous la gérez mal, vous allez décliner. Vous allez entrer dans une récession et c'est là où nous allons. Ce ralentissement est-il définitif? Certainement pas. Allons-nous revenir? Bien sûr, mais personne ne veut l'admettre à Washington, et donc nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas, imprimons de l'argent qui n'a pas de valeur. Nous dépressions la monnaie, nous aggravons les choses, et nous augmentons le nombre de personnes dans le monde qui nous détestent inutilement. eh bien, il semble souvent que la grande source de nombreuses guerres que nous avons aujourd'hui serait cette transition où nous sommes actuellement entre deux ordres mondiaux, que l'ère hégémonique est terminée, et nous voyons maintenant un passage vers la multipolarité. Au début de l'administration Trump, nous avons eu l'entretien avec Marco Rubio qui a fait remarquer que, eh bien, l'unipolarité était une condition temporaire. C'est maintenant terminé. Pensez-vous que l'administration Trump accepte d'être l'une parmi de nombreuses grandes puissances, ou voyez-vous cela essentiellement comme faisant partie d'une, ou guidé par le désir de, je suppose, combattre la multipolarité et rétablir l'hégémonie? Je pense que l'administration Trump et sa direction comprennent l'inutilité de faire la guerre à la Russie au sujet de l'Ukraine. Ils reconnaissent que c'est une proposition perdante. Ils reconnaissent que les Européens ont les moyens de se défendre eux-mêmes, et ils sont de plus en plus intéressés à voir les Européens assumer la responsabilité de leur propre défense. Je pense qu'en privé, personne au sommet de l'administration Trump ne croit que la Russie veuille marcher sur l'Europe, en d'autres termes, traverser l'Ukraine, franchir la frontière polonaise et aller jusqu'à Berlin ou Paris. Tout cela est absurde, et je pense qu'ils le comprennent. En même temps, je pense qu'ils comprennent également l'inutilité de faire la guerre à la Chine au sujet de Taïwan. Vous savez, l'issue là-bas serait encore plus terrible que ce que nous avons vu en Ukraine. Je pense qu'ils comprennent cela, et Trump est suffisamment homme d'affaires pour savoir qu'il veut vraiment faire des affaires avec la Chine. C'est impossible dans le monde actuel. La Chine génère 50% du PIB mondial. Vous savez, si vous sortez la Chine de l'équation, nous nous effondrons tous immédiatement. Je pense que le président Trump comprend cela. Alors la question est, que faites-vous dans les deux points chauds restants? L'un est le Moyen-Orient et l'autre était au Venezuela en ce moment ou sous le bassin des Caraïbes. Eh bien, nous avons pris des mesures dans le bassin des Caraïbes. Dans quel but? C'est flou pour l'instant. Nous allons devoir attendre et voir quelle sorte d'idées ils vont proposer. Mais au Moyen-Orient, c'est une autre histoire. Nous avons un groupe de milliardaires qui possèdent et dirigent le gouvernement. Ils possèdent la colline.
Ils détiennent la présidence. Ils veulent la guerre avec l'Iran. Maintenant, le problème de la guerre contre l'Iran est que cela n'est pas la fin de l'histoire. En ce moment, je pense qu'Israël et les Turcs sont sur une trajectoire de collision en Syrie, et cela pourrait devenir très sérieux très rapidement. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans l'esprit de Netanyahou, il veut, entre guillemets, éliminer l'Iran avant que l'Iran ne devienne un facteur dans ce conflit. Nous sommes des pions. Nous allons faire tout ce qu'il demande. Le président Trump l'a clairement indiqué. Ce que Bibi veut, Bibi l'obtient. Nous allons donc être entraînés dans une autre guerre au Moyen-Orient, cette fois avec l'Iran. Et cela pourrait s'élargir rapidement. Je veux dire, c'est juste, c'est une poudrière. Cela pourrait évoluer dans de multiples directions. Au Venezuela, il se peut que dans 2 ou 3 semaines, nous n'en entendions plus parler. Parce que quelqu'un s'est réveillé et a réalisé que nous ne pouvons pas contrôler l'endroit. Vous savez que faites-vous des millions de personnes qui ont soutenu Maduro et Hugo Chavez? Les éliminez-vous? Les remplacez-vous dans l'administration et le gouvernement? Nous avons essayé de faire cela lorsque nous avons entrepris, selon Wolfowitz, de, entre guillemets, dénazifier l'Irak parce que soudainement, vous savez, les ba'athistes étaient effectivement des nazis. Eh bien, ça n'a pas très bien fonctionné. Cela nous a coûté des milliers de milliards et a créé un désordre au Moyen-Orient. Donc on pourrait dire qu'Israël est maintenant moins en sécurité qu'il ne l'a jamais été en raison de toutes les actions que nous avons prises et des actions que nous avons prises de concert avec eux. Donc je pense que peut-être dans 2 ou 3 semaines, nous saurons que si nous n'entendons pas beaucoup parler du Venezuela, que nous n'allons pas intervenir au Venezuela, et contrairement à ce que le secrétaire Rubio espère, il ne finira peut-être pas comme le vice-roi d'Amérique centrale. Parce que, rappelez-vous, au fond de son esprit, il veut avant tout en quelque sorte libérer Cuba. C'est son projet favori. Et si nous pouvions libérer Cuba et le Nicaragua et le Venezuela, alors nous pourrions libérer la Colombie. Fait intéressant, personne ne parle du Mexique, qui est la principale source de nos problèmes, et des cartels de la drogue là-bas. C'est très étrange. Cela va revenir nous hanter. Nous allons nous retrouver dans une guerre avec les cartels au Mexique. En fait, nous sommes en guerre avec les cartels de la drogue au Mexique, mais nous n'en parlons pas, mais nous le sommes, et cela va empirer. Donc ça va arriver. La guerre avec l'Iran va avoir lieu, et nous pouvons voir cette guerre s'élargir pour inclure les Turcs, et nous savons que lorsqu'ils bombarderont l'Iran, ils bombarderont le Liban. Ils recommenceront à tuer des gens à Gaza. Tout cela va recommencer. La différence, cette fois-ci, est que je pense que la région est mieux préparée, en particulier en Turquie et en Iran. Donc je pense que cela deviendra le point focal, que cela nous plaise ou non, et non l'Amérique latine. Nous pouvons cependant ajouter de nombreuses variables incertaines ici. C'est-à-dire, tout d'abord, nous avons d'autres grandes puissances qui voient, principalement la Chine et la Russie, qui ne veulent pas voir l'Iran échouer. Bien sûr, là-bas, ils feraient plus pour défendre plutôt que de s'insinuer dans l'arrière-cour de l'Amérique, au Venezuela. Mais aussi, les États-Unis pourraient faire face, avec les Européens, à une énorme crise économique dans un avenir proche. Voyez-vous la possibilité que ces choses, eh bien, je suppose, s'entrechoquent et se rejoignent? Eh bien, une tempête parfaite serait une faillite en Europe et aux États-Unis accompagnée d'une guerre majeure au Moyen-Orient. Ce serait la tempête parfaite pour nous. Cela détruirait tout, et je pense que c'est ce qui préoccupe les mondialistes qui dominent la scène à Paris, Londres, Berlin et Varsovie. Je ne peux pas prédire quand cette dissolution financière commencera. Je pense que la crise est déjà en cours. Vous savez, je continue de recevoir tous ces messages d'amis impliqués avec la Fed parlant de 31 milliards de dollars passant inaperçus dans le système bancaire pour maintenir les banques solvables et liquides via la fenêtre de rachat. Et c'est la même chose avec les fonds de capital investi. Nous savons donc que nous continuons à assouplir quantitativement, que nous l'admettions ou non. Donc cela se passe dans ces 2 domaines, les fonds de capital investissement qui sont très vulnérables en ce moment ainsi que dans le système bancaire. Donc ça va s'effondrer. Vous savez, je ne peux pas vous dire quand, mais la plupart des gens qui regardent ça en ce moment, vous savez, je pense, oh mon Dieu, eh bien normalement je parle d'Alistair MacLeod, qui est l'expert en or et il vaut certainement la peine de lui parler. James Grant mérite qu'on s'entretienne avec lui. Ray Dalio a fait ses remarques. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cela, même Warren Buffett. Si vous regardez les précautions qu'il a prises avec sa propre richesse, il a averti de, vous savez, la pire crise financière certainement depuis la dépression, et beaucoup d'entre eux prédisent que ce qui arrive sera pire que la dépression. Donc cela existe bel et bien. D'accord, c'est en train d'arriver. Personne ne peut dire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, mais ça arrive, donc c'est un problème. Cela va tout changer, et en fait,
En privé, plusieurs personnes qui nous ont observés sont en quelque sorte, quel est le bon mot, un comportement imprudent dans le monde sur la scène mondiale, voient cela comme peut-être la chose qui sauvera les États-Unis d'eux-mêmes. La faillite. Cela pourrait bien être le cas, mais en même temps, vous avez raison. Les grandes puissances s'intéressent à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils sont très intéressés. Tout le conglomérat BRICS s'intéresse à ce qui se passe au Moyen-Orient. Le Venezuela est une très petite partie de ce que les BRICS vont devenir à l'avenir. Mais l'Iran est différent. Le Golfe Persique est différent. L'Asie centrale est différente. La ceinture et la route, toutes ces choses jouent un rôle. Donc je pense que vous avez 100% raison. Je préférerais voir la faillite se produire d'abord carrément, car cela agirait comme une contrainte sur notre folie, mais cela pourrait fonctionner ainsi. Oui, eh bien, c'est pourquoi je n'aime pas l'idée du Venezuela aujourd'hui et de l'Iran demain, parce que Venezuela est un peu du micro-militarisme. C'est une cible facile juste à la frontière américaine, personne n'interférera. L'Iran est une immense puissance militaire avec des liens étroits avec d'autres grandes puissances de la région, prêtes à agir. Donc il y a toujours un problème avec une mission militaire, je suppose, qui est trop réussie. Cela a tendance à enhardir, et oui, cela devient aussi un problème. Donc, Eh bien, rappelez-vous autre chose, et je suis sûr que vous avez vu cela. Le MI6, la CIA et le Mossad ont travaillé des heures supplémentaires à travers les médias dominants en Occident pour créer l'illusion que l'Iran est sur le point d'imploser, en interne que la révolution est imminente, que les dirigeants du pays se préparent à fuir et à s'envoler pour Moscou et toutes ces sortes de choses. Ce n'est pas vrai. En fait, ce qui se passe en Iran est une chose saine car vous avez une confrontation entre réformateurs et conservateurs et je pense que le résultat final sera que l'Iran continuera à se développer positivement à l'avenir. Il évoluera loin de cet État qui a été fondé il y a 40 ans. C'est en cours. Cela va seulement continuer. Mais l'Iran lui-même est uni nationalement contre l'ennemi extérieur, à savoir Israël et les États-Unis, et personne ne devrait en douter. Donc j'espère que si votre audience en Europe est confrontée aux mêmes absurdités que nous dans les médias, ils devraient comprendre cela. L'Iran, comme vous le dites, ne sera pas une proie facile et ma grande crainte est que dans une situation où Israël devient frustré, il se tourne vers l'utilisation d'une arme nucléaire. J'espère que non. oui, eh bien, colonel, comme toujours, merci, et oui, bonne année. Oui, c'est exact. Bonne année à vous et à tout le monde. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière.
quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel sur